La personne arrive dans le studio et nous dit j'ai un quart d'heure pour vous et Ouais. pas plus. Et je réponds cette phrase, j'aurais besoin que 5 minutes pour vous convaincre. Ah ouais. Ce qu'il faut avoir, c'est aucun regret quand tu rentres au rendez-vous. Tu te dis bon, j'ai fait le maximum, tu as essayé de devenir avec les éléments les plus représentatifs de ce que pourrait être ce projet et faire passer une émotion, du désir, du plaisir et puis d'être passionné par ce que tu fais. Mais moi, je suis pas très inquiet parce que je viens d'animation et donc ça fait 30 ans que nous, les producteurs Part de d'animation, zéro. on part de rien, on a une feuille Ouais. et on doit tout fabriquer. On prompt, mais c'est des Non, mais, prompts. mais c'est des prompts. Mais nous, le problème, c'est que c'est l'IA la plus lente du monde. C'est-à-dire que nous, on met 5 ans à faire un film d'animation en 3D. On fabrique tout de A à Z. Les personnages, ils n'existent pas, les lips, tout, rien n'existe. Tout à fait. Et moi, je pense qu'un des trucs qui m'a toujours motivé dans ma vie, c'est de rester le plus enfantin, le plus frais possible et garder cette âme d'enfance, d'avoir la famille Saint-Exupéry derrière toi pour te soutenir. Ça nous a quand même donné des ailes. Un film international, à l'image de ce livre. Hein. Tout à C'est fait. 200 millions d'exemplaires ouais. vendus dans le monde, une des œuvres les plus traduites après la Bible. C'est un truc de fou. C'est 500 traductions différentes. C'est humblement. Il faut une c'est- courbe Ah, c'est pas ça, d'apprentissage. c'est que t'attaques l'Everest en tongs, quoi, tu vois. Donc, Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Aton Soumache, le producteur emblématique des films d'animation qui ont connu des succès internationaux. Il est notamment derrière Le Petit Prince, l'adaptation magistrale du chef-d'œuvre de Saint-Exupéry, mais aussi Le Petit Nicolas, Playmobil, Miraculous Ladybug et Chat Noir. Et cette année, nous revient avec un long métrage d'animation, Marcel et Monsieur Pagnol, réalisé par le talentueux Sylvain Chaumet, qui a été distingué à Cannes et à Annecy cette année. Dans cette conversation, Aton nous livre les coulisses de la vie d'un producteur prolifique en séries et en films d'animation, et aussi de l'entrepreneur qui a monté plusieurs sociétés, à savoir Méthode Animation, Unkids and Family et aujourd'hui Magical Society. Aton est un expert dans le pitch et aborde tout projet avec beaucoup d'ambition. C'est un producteur d'animation chevronné que vous allez rencontrer aujourd'hui. J'espère que cette conversation vous donnera de l'inspiration. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci infiniment et je vous souhaite une très bonne écoute. Aton, bienvenue sur The Anima Show. merci de me recevoir. Hyper content d'être là. Petite question, mais qui te concerne en particulier. Ouais. Comment devient-on le roi du pitch du film d'animation ? T'attaques tout de suite comme ça dès le matin. écoute, non, je pense que c'est important quand tu pitches, puisque c'est le fameux art de vendre, en fin de compte, c'est pas justement dans la vente. Faut vraiment être dans l'émotion. Je pense que c'est très dur de financer des projets. Pourquoi ? Parce que quand tu es producteur, ou même pour un artiste, pour un talent, tu dois vendre quelque chose qui n'existe pas. Et tu dois permettre aux gens de te transposer, de croire et de voir ça. Donc, c'est un métier de désir, nos métiers. C'est que tu dois créer du désir en face de la personne qui est face à toi, ou des personnes, et leur dire que, voilà, faut croire au projet, il faut les faire rêver, et il faut qu'ils aient envie de t'accompagner, de financer, de te soutenir, etc. Donc, le vrai principe, c'est pas une technique de vente, etc. Bien sûr, c'est de préparer ton travail, d'avoir bossé énormément ton sujet, mais aussi, parce que je dis souvent, on fait pas la motion picture, on fait l'émotion picture. Ouais. et en fait, c'est de pouvoir passer des émotions, passer du désir et faire ressentir ton projet du mieux possible aux gens qui sont face à toi. Donc c'est du récit, du storytelling. C'est du récit, du storytelling, et puis parfois tu viens aussi avec des éléments visuels qui vont accompagner. Ça a été ma spécialité, mais les supports que j'amène en général, que ce soit des boîtes, des films, des cours, des pilotes, des tests, des maquettes, j'ai tout fait, des trucs télécommandés, j'ai tout essayé. C'est souvent aussi pour tu essaies de trouver le document, le support qui correspond le plus au projet et être sûr. Ce qu'il faut avoir, c'est aucun regret quand tu rentres au rendez-vous. Tu te dis bon, j'ai fait le maximum, ils me l'ont pris, ils me l'ont pas pris, mais au moins tu as donné le maximum et tu as essayé de devenir avec les éléments les plus représentatifs de ce que pourrait être ce projet et de faire passer une émotion, du désir, du plaisir, et puis d'être passionné par ce que tu fais. Je pense que avant tout, pitcher, c'est d'être passionné. Tu te souviens d'un pitch en particulier qui t'a marqué? Ouais, bien sûr, j'en ai un qui m'a marqué énormément parce qu'en fin de compte, c'était sur un film sur Renaissance. Ah oui, tout à fait. Donc je devais vendre ton premier long métrage d'animation. Alors j'avais fait un long métrage de fiction avant, mais mon premier long métrage d'animation, c'était de faire un film en noir et blanc sans nuance de gris pour ados adultes. Ouais, c'est ça. Le truc hyper audacieux. Alors, avec le recul, je me dis mais comment j'ai pu faire ce truc-là? C'était en 2006. Ouais. J'avais fait un court métrage. J'avais fait L'Homme sans tête en 2003. En 2003, qui avait fait Cannes. Qui a gagné le prix Jules à Cannes, le César, etc. Ouais. Mais j'avais lancé ce film dès je crois que Renaissance, je l'attaque dès 98 ou 99. Ouais, parce que c'est un donc j'ai mis 7 ans, voilà, 5-6 ans. Et ce qui est génial, je me souviendrai toujours, donc on avait fait un pilote en noir et blanc. Et avec Christian Volkmann. Et j'étais allé aux États-Unis le vendre avec un monsieur qui est
parti, qui est un de mes mentors, qui s'appelle Jake Eberts, Ok. qui était un immense producteur, qui avait écrit un livre génial sur les studios américains qui s'appelait My Undecision is Final. sur le voilà. Et c'est un producteur hors norme qui a fait Danse avec les loups, qui a fait Gandhi, c'est Magnifique. un producteur D'accord. Mission, enfin un des plus grands producteurs canadiens, génial. Et il m'avait accompagné en tant que producteur sur ce film-là. J'ai vraiment eu la chance de l'avoir à mes côtés. Et on est allé dans les studios. Et en fin de compte, je me souviens, on va pour pitcher le projet, le présenter dans tous les studios. Il m'a présenté tous les patrons de studios à Hollywood, donc c'était sympa. C'était Burbank et tout ça. Et je suis allé chez Disney. Ok. Et on va chez Disney, et à un moment, la personne arrive dans le studio et il nous dit à Jake et à moi, bon, j'ai un quart d'heure pour vous et pas plus. Et je réponds cette phrase, j'aurais besoin que 5 minutes pour vous convaincre. Ah ouais. Donc vous avez 10 minutes de spare. Voilà. Et donc ça l'a fait marrer. D'accord. Mais déjà voilà, ça crée, on crée un truc et puis on me présente le projet et je me rappelle, je lui pitch le film en 3 minutes en disant que je fais un film d'action, Paris, noir et revisité. blanc. Non, je dis rien. Ah oui, d'accord. Je pitch juste le projet en disant D'accord. c'est un film d'enquête, c'est dans Paris revisité à la Blade Runner, c'est un truc de science-fiction incroyable. Et je lui dis et ça ne coûte que $15 millions. Et le mec dit comment vous faites? Et je dis bah regardez, et je clique. Et je lui montre le truc en noir et blanc. Trop bien. Et il sort de là, il dit, écoutez, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Et il dit à Jake, écoutez, je vais vous faire une offre. Mais parce que je suis sûr que si Disney était là, il achèterait ce truc-là, même si je sais pas ce que c'est. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est trop bon. Ouais, et donc ça m'a donné pas mal de confiance. jus, La vérité après, c'est que ça a été beaucoup plus dur de produire des trucs, mais en tout cas, c'était c'est un jus. Et donc voilà, c'est le moment où j'avais les éléments. J'avais le pitch, j'avais le petit pilote noir et blanc et voilà. Puis il a envie d'aller à l'international très rapidement. Il a envie d'aller à l'international. Qui est resté dans ta carrière. Et le premier achat, parce qu'on me l'avait refusé en France, la première personne à avoir acheté est un Américain. Est un Américain de Disney sur un film en noir et blanc. Voilà. C'est génial. C'est une anecdote émotionnellement assez forte pour moi. Ouais, mais qui est fondatrice aussi. Fondatrice de beaucoup de choses et quand on dit que c'est pas possible, en tout cas, c'est le début de l'aventure, quoi. Tu as quand même réalisé, produit 12 longs métrages, même 13 maintenant, quarantaine de séries d'animation, tu as 2 BAFTA, 2 César, 5 sélections au Festival de Cannes. Enfin, après tous ces succès, finalement, qu'est-ce qui motive à continuer en tant que producteur? Écoute, j'ai fait les trucs que je rêvais de faire. J'ai eu de la chance. On parle souvent de succès, hein, mais il y a aussi énormément d'échecs. Oui, aussi. Et il y a aussi beaucoup de trucs que tu as ratés, beaucoup de choses qui fonctionnent pas. Tu connais des hauts, des bas, tu contemples la mort droit dans les yeux un nombre de fois, c'est important quand t'es entrepreneur. Donc, du coup, bien sûr, c'est une belle histoire parce qu'à l'arrivée, je suis encore là 30 ans plus tard, j'ai quand même mon actif des succès qui me permettent d'être heureux et de satisfait dans ce que j'ai fait, mais j'ai aussi beaucoup appris d'échecs cuisants, etc. parce que c'est comme ça, c'est fait ce métier. Personnellement, ouais, je pense que je suis satisfait de ce que je voulais faire dans l'animation. Je suis heureux du parcours parcouru avec tous mes amis, avec tous mes associés, avec tous les artistes que j'ai eu la chance de rencontrer. Voilà, tout un nombre de rencontres, parce que la vie, c'est essentiellement des rencontres. Ouais. Donc des rencontres qui m'ont beaucoup nourri. Voilà, et bien sûr, derrière ça, évidemment, des motifs de satisfaction professionnelle avec des succès commerciaux, des succès critiques, des rencontres incroyables. Donc voilà, donc ça m'a nourri. Donc qu'est-ce qui donne envie d'avancer? C'est toujours pour moi ce qui a toujours fait avancer, c'est les rencontres. C'est des rencontres avec des artistes, des nouvelles personnes, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes. C'est ces rencontres-là qui me nourrissent aujourd'hui, sachant que comme tu le sais, j'ai vendu mon groupe à un grand groupe dans lequel j'ai fondé Media One Kids Family. On en parlera peut-être après, mais voilà. Donc du coup, je suis dans une deuxième partie de ma vie. Comme on me dit, je vais pas prendre chapter 2 parce que ça appartient à mon ancien associé Dimitri. Mais en tout cas, voilà, je suis dans un nouveau chapitre de ma vie et où on se réinvente, on retrouve de la liberté, de la légèreté. Et on essaie de réfléchir à ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a encore des choses à pas raconter, parce que c'est pas moi qui raconte des histoires, parce que j'ai d'autres histoires à soutenir. Et quelle est la suite? Voilà, donc je suis en train d'écrire là. Il y a forcément un moment de doute. On se dit est-ce qu'on a envie de continuer ou pas? Et c'est important de douter. C'est important aussi d'être honnête dans sa motivation, de savoir si on a profondément envie. Donc évidemment, j'ai eu des doutes pendant quelques temps suite à cette transition de vie, mais j'y retourne avec gourmandise et un peu différemment. D'accord. On a toujours la même énergie en tout cas. Ouais, mais avant de tourner cette page-là, on va revenir un peu sur la page précédente parce qu'il y a quand même des choses que tu as laissées qui sont cruciales dans l'animation. Je pense que
La première chose, c'est que tu t'es jamais bloqué dans tes ambitions et donc tu as fait des grands films qui partaient de la France, comme Le Petit Prince. C'est, je sais plus, mais 60 millions d'entrées. C'est une adaptation iconique d'un bouquin qui, lui, est iconique, hein, parce qu'on parle de 145 millions d'exemplaires vendus. Et c'est 200 millions de livres vendus. 200 millions vendus. Et chaque année, on en vend 2 ou 3 millions. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'en gros, c'est... c'est le livre le plus traduit après la Bible. Après les livres saints, c'est les livres les plus traduits, quoi. Voilà, exactement. Donc, c'est quand même une grosse IP auquel s'attaquer. Saint-Exupéry, c'est quand même un héritage. Et ça a été un chef-d'œuvre. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à ramener des talents comme Marcos Osborne qui avait fait Kung Fu Panda Écoute, c'est... moi, je pense que Le Petit Prince a une place très particulière dans ma vie pour beaucoup de raisons. C'est très original de dire que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, mais comme beaucoup d'entre nous, voilà, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, c'est un livre qui vous parle et qu'on lit dans différents moments de sa vie et qui vous parle très différemment. Donc moi, j'ai eu la chance d'un papa qui m'a lu le livre très jeune, ça m'a marqué. Et puis, je pense que c'est un peu comme les œuvres de Barry ou l'œuvre de Barry sur le Peter Pan ou l'œuvre de Syntex. C'est comme des hymnes à l'enfance et c'est des hymnes à ne pas grandir. Voilà. Et moi, je pense qu'un des trucs qui m'a toujours motivé dans ma vie, c'est de rester le plus enfantin, le plus frais possible et garder cette âme d'enfance qui est, à mon avis, très importante dans la vie en général. De rester le plus enfantin possible tout en étant un adulte, mais en essayant de ne pas oublier cette âme d'enfant. Et quand on fait des dessins animés, il faut surtout jamais l'oublier parce que c'est le plaisir. Un moteur aussi, c'est le plaisir. C'est quelle chance de faire ce métier quand même. On parle d'Animation, magnifique marketing, mais en tout cas, l'animation, ça reste quand même un truc extraordinaire à faire. On raconte des histoires et tout ça. Donc juste pour revenir sur Le Petit Prince, un livre marquant pour moi, hyper important. Et honnêtement, quand je crée la boîte, c'est quasiment mon rêve caché d'un jour faire Le Petit Prince. D'accord. Alors, pas tout de suite, parce que je pense que humblement, il faut une courbe d'apprentissage. C'est pas ça, c'est que t'attaques l'Everest en tongs, quoi. Tu vois. Donc du coup, il faut être un peu entraîné, quoi. Tu vois, je veux dire, tu touches à un mythe. Toute personne voudra dire forcément quand tu fais, tu te prends des critiques, mais comme on dit souvent, c'est ceux qui font qui ont raison quand même, parce qu'ils y vont. Après, peut-être tort, mais au moins ils font. Et c'est vrai que j'ai attendu à avoir la maturité, donc on a pris un certain temps. Et puis le jour où on a été prêt, j'ai eu la chance de pouvoir convaincre la famille Saint-Exupéry de nous donner les droits, et puis d'avancer dans cette aventure folle. Tu es arrivé face à la famille des droit avec des choses concrètes à montrer déjà? Oui, bien sûr, on avait des choses concrètes qui n'avaient rien à voir avec le projet à l'arrivée. Hein, c'est vrai, oui, mais au moins une intention. Parce qu'il n'y avait pas marque, etc. Mais une envie. Alors, j'ai d'abord commencé par une série d'animation pour les rencontrer, puis j'ai fait de film après, mais l'histoire, c'est une histoire de famille. C'est-à-dire qu'avec eux, j'ai eu la chance de vraiment être accueilli. Ces 15 années de vie avec la famille Saint-Exupéry, c'est des gens dans lesquels j'ai été vraiment très, très proche. Et puis, ils ont senti chez nous, moi, mais toutes mes équipes, puis Dimitri, tout ça, tous ceux à qui j'étais associé à l'époque, la profonde envie d'être aussi défenseur de l'œuvre qu'eux. C'est-à-dire que c'est ce respect profond pour cette œuvre, pour cet auteur, pour ce livre mythique. Ça a été pris avec beaucoup de sérieux. Voilà. Et la famille a senti que je défendrais autant l'univers et ce chef-d'œuvre qu'eux. Et donc, ils nous ont fait confiance. Et c'était vraiment une aventure humaine et professionnelle. D'avoir la famille Saint-Exupéry derrière toi pour te soutenir, ça nous a quand même donné des ailes. Donc ça a été un moment assez important. On a fait une belle série, puis évidemment ce film qui était sorte de, pour moi, le Graal. Et j'avais 3 envies à l'époque. On avait envie de faire évidemment un magnifique film, un film international à l'image de ce livre. Hein. C'est 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il y a des œuvres les plus traduites après la Bible. C'est un truc de fou. C'est 500 traductions différentes. C'est mythique comme œuvre. Tout à fait. Et en même temps, c'est un petit livre de pas beaucoup de pages avec quelques dessins dedans, qui a une histoire incroyable. Et comment on arrive à transposer ça. Et donc là, on est parti. Mais on avait une vraie grande ambition. Alors, je pense pas qu'on pensait finir 60 millions d'euros sur le film. Je pense pas qu'on. Mais on est parti en disant sky is the limit. On y va et on va chercher des talents. Et on a cherché un nombre incroyable de réalisateurs et de réalisatrices qui ont tous refusé. Ah ouais? Tous refusé. Parce qu'ils avaient peur de s'attaquer. Oui, mais je comprends. Je comprends en disant, non. Au premier effet, tout le monde fait waouh, puis après, c'est double effet. On appelait ça le double effet qui se coule, tu vois. Waouh. C'est-à-dire que t'es hyper content sur le coup, et après tu sens le fardeau. Le fardeau, le poids sur tes épaules. Donc il fallait trouver des talents qui étaient prêts à porter ça. Et on a cherché. On a fait beaucoup de rencontres, beaucoup d'écriture, et puis voilà, on a rencontré tout le monde. Donc on a rencontré tout le monde et beaucoup de monde. Je citerai pas ceux qui ont dit non, parce que c'est pas. Mais on a fini par tomber sur ce réalisateur américain, Marcos Osborne, qui sortait de Kung Fu Panda et qui avait sur la base du Kung Fu, des pandas, sur les hymnes, sur les fondamentaux iconiques de la culture chinoise, réussi à faire un succès en Chine.
Ah oui, c'est ça en plus, ouais. En Chine, on s'était dit, mais c'est dingue Comment le mec. il a réussi, ouais. Comment le fait qu'il touche, alors que les Chinois n'auraient jamais osé faire ça. Ouais. Parce que voilà. Et donc, Mais toi, tu as vu une lecture de quelqu'un. et on s'est dit, il y a une lecture incroyable d'un mec qui arrive véritablement à transposer ça. Donc on s'est dit, bon, bah, on va le chercher, on l'a rencontré, il a dit non. D'accord. Puis après, il nous a appelé le lendemain, il dit, ouais, mais quelqu'un va peut-être le faire. Et puis il est parti de là. Et puis j'oublierai jamais, il nous a dit, écoute, juste parce que la petite anecdote, c'est qu'Orson Welles et Walt Disney ont tenté de le faire. Donc ah bon, 49, ça, je savais pas ça. En 49, Orson Welles prend les droits. Oh, d'accord. Et développe, et va voir Walt Disney, rentre dans le studio de Walt Disney et lui dit, bon, toi tu t'occupes des parties dans l'espace, en animation, et moi je fais la partie live sur le truc. Et on y va. Et on écrit un scénario. Mais non. Et Marc me dit, est-ce que tu peux retrouver le script? Et donc on va voir la famille. Et on a retrouvé le manuscrit original, enfin le tapisserie original d'Orson Welles. Walt Disney, Orson Welles. Voilà, écrit par Orson Welles, avec écrit. Et en fin de compte, c'est la transposition du bouquin. Il y a écrit Orson Welles, Walt Disney, Orson Welles. Enfin, c'est dingue. Le scénario, en fin de compte, c'est assez linéaire. D'accord. Mais Marc, pendant 3 mois, il attendait cette œuvre et il a imaginé le film qu'Orson Welles a peut-être écrit. Et il a ça lui a donné la nourriture de la tension. Et quand je lui ai amené le script, on était un peu déçus parce que c'était assez, ça suivait le livre. Et il a eu cette idée. Et lui, il a dit, moi, par contre, j'ai quelque chose en tête. J'ai trouvé un axe, en fin de compte. Le problème du livre, et puis je vais pas en parler des heures là-dessus, mais le problème du livre, c'est que c'est un livre, il est protéiforme, tu peux rentrer par toutes les portes. Ouais. Et donc, il n'y a pas de point de vue. Quand tu le lis avec ton point de vue. Tu vas pouvoir le voir du côté du petit prince, tu vas voir le côté des adultes, du renard, tu peux penser que c'est un livre sur la mort, sur le deuil, tu peux penser à un film sur l'enfance, l'amour, tout, c'est à tout. Ouais. Et donc, du coup, tu te dis, mais elle est où la porte d'entrée? Ben, il n'y en a pas. Et le cinéma, c'est quoi? Le cinéma, par définition, c'est un point de vue. Ouais. Un cinéaste te propose son point de vue. À partir du moment où tu donnes ton point de vue sur le petit prince, t'es mort parce que t'as pas fait l'adaptation du Petit Prince. Ouais. Et c'était ça l'argument massif de tous les talents. Dire, écoutez, j'ai pas osé donner le point de vue que moi j'ai sur le livre, parce que forcément il va être réduit, ça va être réducteur. Et je vais me prendre des critiques. Un raz-de-marée. Non, même disant, c'est pas mon interprétation. Ouais, c'est ça. Et quand on parle avec les plus grands experts, il y a personne qui te dit c'est ça. Et tout le monde te dit, il a quel âge le Petit Prince? Il y a tellement de portes sur plein de choses. Et donc, voilà, est-ce que tu le vois du côté de l'Aviateur? Est-ce que tu le vois du côté du Petit Prince? Est-ce que c'est toutes les métaphores, tous les messages. Quand tu lis à certains moments, un message de transmission avec tes enfants, un livre sur le deuil, etc. Donc, bref. Et il a cette idée géniale de me dire, je vais raconter le point de vue de quelqu'un. Pas le mien, mais d'une petite fille qui découvre le livre dans un monde où le livre n'existe pas. Voilà. Et en plus, il y a des techniques d'animation qui se complètent. Ouais. Alors pour la technique d'animation, ça c'est le côté génial, c'est qu'on est allé à la Morgan Library à New York voir les originaux. Du manuscrit de Saint-Exupéry. Et en fait, il faisait ses dessins sur du papier à cigarette très 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 fragile. Et on voit ses dessins, il raille tout, il mettait à la poubelle et son assistante récupérait les dessins. Et du coup, c'est froissé, c'est papier hyper fragile. Et Marc a cette idée, à ce moment-là, dire, mais il voulait déjà faire la stop motion pour regarder la petite fille, mais il dit, je vais le faire en papier animé, en voyant les papiers. Et là, et donc c'est pour ça que c'est Mais ça va être un processus tellement... les 15 minutes nous ont mis 2 ans. Donc juste les 15 minutes de l'animation stop motion. En tout cas, c'est un succès planétaire et je trouve que c'est assez iconique et ça montre bien tout le cœur que tu as mis dans ta carrière. En tout cas, c'est un marqueur pour moi dans ma vie professionnelle. Après, des petits, il y en a eu plein. Il y a eu le petit vampire avec Johan Sfar, avec qui tu es associé aussi aujourd'hui dans une structure. Je suis avec Johan, la chance d'être avec un artiste. Qui, lui, a aussi développé tout un univers, tout un lore avec plein de personnages, etc. Il y a des choses qui sont en cours de... Bien sûr. Écoute, ça c'est la nouvelle partie. Oui, j'ai rencontré Johan Sfar, donc on était chez Media One, on a eu la chance de pouvoir reprendre la structure de Johan, il avait une société, on a racheté la société, on a créé une nouvelle marque avec lui qui s'appelle Magical Society. Ouais. On a fait le Petit Vampire, on a fait le Petit Vampire ensemble, c'était une belle aventure, un beau film, il est sorti en plein Covid, donc on était en salle 2 semaines et après ils ont fermé toutes les salles. Bon, voilà, on a tous. C'est l'adaptation de un de ses livres iconiques qui a cartonné, et puis on est parti ensemble sur. C'est un auteur incroyable. C'est un auteur qui est extrêmement prolifique, magnifique, ultra prolifique, qui fait beaucoup de choses, qui est assez
est assez brillant et qui peut avoir plein d'idées. Donc c'est un vrai bonheur, très intelligent, très agréable. C'est quelqu'un avec qui j'ai un immense plaisir à travailler. Et donc on a développé tout un univers autour de lui, de ses idées, qui vont d'adaptation où il produit, d'adaptation de projets où il va réaliser, des projets où il écrit, des projets où il dessine. Il y a des séries. Donc on a plein d'autres projets qui arrivent. Voilà. Avec Monsieur Crocodile aussi. On a une très belle série, Monsieur Crocodile, sur la base de son petit livre sur une petite fille qui apprend à vivre, à faire vivre un crocodile sauvage qui va manger tout le monde dans une petite ville de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Donc voilà, on a ce très beau projet qu'on fait avec Nicolas Donnemonde, qui est une superbe série et France Télévisions. On développe, bien sûr, ça a été annoncé dans la presse, Voyage au bout de la nuit en fiction. Ça, c'est l'adaptation du Voyage au bout de la nuit de Céline que Joanne va réaliser. On a des projets hybrides, on a des projets d'animation, on a plein de choses. T'as le goût pour l'association, finalement, quand tu montes des projets. Souvent, tu vas auprès de créateurs d'IP, et puis tu les accompagnes pour faire naître des trucs audiovisuels. Et on parle, par exemple, évidemment, du grand succès planétaire de Miraculous Ladybug, qui a quand même marqué aussi ta carrière là-dessus avec Jérémy Zag. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de quand t'as rencontré Jérémy pour la première fois, comment s'est passé finalement le fait de se lancer dans cette aventure ensemble Écoute, c'est comme tu le dis, c'est justement, je pense que j'ai eu la chance de faire des belles rencontres. Je pense que l'histoire de ma vie professionnelle, si je vais la raconter, c'est à travers des rencontres. Avec, je considère, tout talent, que ce soit un producteur, un auteur, un scénariste, un réalisateur. Voilà, je les mets au même niveau. J'ai un jeune producteur, j'ai eu la chance de rencontrer Dimitri Rassam aussi, que je considère comme un talent. Donc j'ai fait des belles rencontres. Ma vie, c'est des rencontres. Pierre-Antoine Capton en est une aussi. Voilà. Des belles rencontres, des gens qui vous font avancer, font grandir. Et évidemment, j'ai rencontré Jérémy Zag, qui est venu avec toute son énergie, son talent, sa folie, sa jeunesse, puisque on a une quinzaine d'années d'écart, qui était très très jeune quand je l'ai vu, tout jeune. La première fois que je le vois, il a 17 ou 18 ans. On ne sait pas tout de suite mais je le vois très très jeune. Et puis un jour, il revient, il vient avec ses projets, et voilà. Et j'ai tout de suite eu ce sentiment que il y avait quelque chose d'unique et spécial en lui, en termes d'énergie, de charisme, de volonté de changer le monde, d'ambition, de cette énergie incroyable dans laquelle forcément je retrouvais une partie de mon ambition aussi, mais la sienne, une taille énorme. Et il m'a dit, je rêverais de travailler avec toi. Donc bon, c'était gentil. Moi, j'étais déjà une sorte de producteur installé professionnellement. Je venais de sortir d'Iron Man avec la Marvel. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, Jérémy m'a dit, mais je veux bosser avec le mec qui fait Iron Man. Donc il est venu me voir. C'était vraiment une belle rencontre. Et puis il m'a présenté un certain nombre de projets. Et il se trouve que dedans, il y a une petite coccinelle qui nous a apporté beaucoup de bonheur, avec un réalisateur et un auteur qui s'appelle Thomas Astruc, tout à fait, dont j'avais produit la première série, qui s'appelait Mikido. Mais ça n'avait rien à voir, mais c'était drôle. Thomas, on avait fait ensemble une série qui s'appelait Mikido, et qui était sa première série en tant que réalisateur. D'accord. Et je le retrouve aux côtés de Jérémy sur ce projet. Donc il y avait quelque chose d'assez naturel. Et à l'époque, ils avaient leur première série, ils avaient quelques minutes d'animation. Non, il y avait des dessins, dessins avec un auteur graphique incroyable qui s'appelle Nathanael Brown, qui a fait des très beaux dessins, et Jérémy qui avait cette vision. De là, il fait amener le projet. La super-héroïne. Il voyait la super-héroïne, le mélange entre la culture japonaise et la culture américaine. Ouais. Le comics super-héros américaine qui rencontre le Magical Girl de la Toei et japonais. Tout ça dans une culture profondément ancrée à Paris, dont Paris est pour moi le héros. Et ma relation à Paris est très forte, on le sait, avec je fais beaucoup de choses à Paris, et entre autres évidemment Renaissance, qui est un hymne à Paris. Donc Paris nous a toujours obsédés. Jérémy adore Paris, j'adore Paris, et on s'est dit ça va être un des héros de l'univers. Donc c'est vrai que donc on avait ces ingrédients, les États-Unis, le Japon. On est parti au Japon pour rencontrer la Toei. Et voilà. Et l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on greenlight une série. L'idée, c'était en fin de compte une bonne intuition des équipes et des talents, et de Jérémy, qui est de dire en fin de compte, et très vite on a compris, le monde est en train de changer, les super-héroïnes, on nous a tout de suite dit, les super-héroïnes, ça marchera jamais pour les filles. Et il faut se remettre, on est en 2009, 2010, la série sort en 2015, mais on est en 2008, 2009, il n'y a pas encore... C'est très stéréotypé, Voilà, il n'y a pas très stéréotypé, l'animation, c'est les trucs pour les filles, les trucs pour les garçons, on est très stéréotypé, les chaînes sont encore un peu dans des carcans traditionnels, et on nous refuse au début, vous savez, les filles vont pas voir Star Wars, etc. Et on est vraiment à la croisée des chemins. Hunger Games sort, où là on commence à voir parce que les Tomb Raider, ça restait quand même des objets un peu masculins, masculins dans l'univers du jeu vidéo, mais des vraies héroïnes féminines, avec leur attribut féminine, avec leur histoire, etc. Et en fin de compte,
derrière l'idée de Ladybug, c'était d'inverser les contes de Disney. C'est pas le prince qui vient sauver la princesse, c'est la princesse qui vient sauver le prince. Chat noir, en l'occurrence. Et chat noir, voilà, chat noir, Adrien, cat noir, etc. Donc, c'est vraiment là-dessus que c'est joué. Et c'était voilà, et c'était très sincère. Il y avait vraiment cette envie de rendre hommage. Alors Jérémy avec les arts martiaux d'un côté, puisqu'il est champion du monde de karaté. Voilà, moi j'avais ma fille qui est en équipe de France de kung-fu. Donc on avait envie d'avoir des filles fortes qui savent se battre. Voilà, il y avait toute une envie. Thomas avait une vraie envie de faire quelque chose. Lui, il adore la culture japonaise, son hommage au manga. Jérémy très super-héros à l'américaine. Et donc vous avez pris ce blend, en fait, ce cocktail général. Et puis voilà. Là, vous avez shaké en disant mais comment on peut faire et comment Exactement. on y va. Et je crois que Jérémy à un moment a décidé de partir aux États-Unis pour être le plus proche de. Jérémy a senti quand il voulait faire cette marque, un truc mondialement connu, et donc il a vraiment senti le truc. On a eu la chance, parce que les premiers qui nous ont dit oui, c'est Disney quand même. Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Musique qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Citrus Software qui édite le logiciel d'animation en 3D temps réel Tangerine et le logiciel de gestion de production Yuzu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur citrussoftware.com. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Et donc Disney nous a donné soudainement waouh. Et donc pour Jérémy, ça a été l'enclencheur. D'accord. Et il a dit bon, il faut que je pousse la marque, il faut le faire des États-Unis, il faut aller là où. Et bien sûr, qu'un projet une marque, il a considéré Jérémy un succès comme 360. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des films, des séries, mais aussi du licensing, du merchandising et tout ça. Et donc il est allé aux États-Unis. Il m'a dit je pars aux États-Unis, il parlait pas un mot d'anglais et c'est parti. Et 6 mois après, il parlait anglais, il était installé dans une magnifique villa et il a mis le feu quoi. Et donc ça a été notre association. On a vécu ça quasiment 15 ans ensemble. C'est ça. Pour produire les séries et le film. Voilà, et les séries, toute l'aventure qu'il y avait. On a fait d'autres séries en parallèle ensemble. Oui. Mais le cœur de notre aventure commune. Et ça a été magique. Donc oui, c'est une rencontre hyper importante et déterminante. Donc c'est 7 saisons, un long métrage évidemment qui a été. Oui, c'est 7 saisons. Qui est sorti à la fois sur Netflix et sur. 3-4 spéciaux. On avait fait un spécial New York, un spécial Shanghai. Ouais. On avait fait plusieurs spéciaux. On a fait une mini-série web aussi, qui était vraiment super avec Chibi, ça s'appelait les Chibi. Ouais. Avec les petites versions quoi. Petites versions en kawaii, complètement kawaii qu'on a fait pour YouTube. Ouais, c'est une licence 360 qui s'est développée partout. Je parle pas du jouet et aussi notre association avec la Toei au Japon qui nous a amené toute leur expertise sur comment intégrer des idées de toys dans la série et ça a été une expertise. Ça c'est un vrai savoir-faire, tu veux dire. Ouais. Oui, parce qu'en fait en France ou de manière générale en Europe, souvent c'est des fabricants de jouets qui partent leur projet et qui en font une série, mais pour vendre des jouets. Ouais. Alors, des fois, ça fait des succès comme Pas de Patrouille. Spin Master avec Pas de Patrouille. Mais bon, Spin Master, ils en ont fait 30, ils en ont une qui est vraiment un succès. C'est difficile. Tout à fait, ouais. Parce que dans Pas de Patrouille, il y a un truc qui est pas qu'un jouet. Il y a un truc assez génial de ce mix c'est bizarre quand tu regardes, c'est weird quand tu vois un animal, moitié véhicule. Des véhicules, des machins. Il y avait un truc un peu unique. Mais souvent, c'est quand même compliqué. Mais bon, ça, c'est la technique Toys. Ou alors les Peppa Pig qui sont adaptés. Oui, alors Peppa Pig, ça devient un succès mondial. Mais ça fait très peu jouer Peppa Pig. C'est juste que c'est une telle marque. Voilà. Ou à la japonaise, où eux, d'entrée de jeu, ils intègrent narrativement dans des vrais univers, des accessoires, des objets, des artefacts qui permettent de créer de la licence. Okay. Mais eux le pensent artistique. Ouais. Ce qui est nous, souvent, je dis, fabricant de jouets dit, mets-moi un véhicule, mets-moi un truc. Et c'est pas naturel, ça se fixe pas naturellement. Et là, il y a un vrai savoir-faire qu'on a découvert avec les Japonais qui t'explique, voilà. Et donc, les yo-yo, les machins, trucs. Et souvent, d'amener des idées d'objets qui vont avoir un sens narratif très fort et dans lequel, après, les fabricants de jouets se débrouilleront pour les faire. D'accord. Mais en tout cas, c'est présent dans l'univers, etc. Exactement. Et ce qui a fait le succès, on parle de 1,5 milliard de merchandising vendus. Oui, enfin, il y a plus d'1 milliard de retail par an. C'est incroyable. Non, la marque est monstrueuse. Je crois que c'est 70 milliards de vues sur YouTube. C'est un immense succès, c'est une des plus grandes séries pour filles. C'est ça. On dit toujours, on adore dire, c'est une série pour les filles que les garçons adorent regarder. Mais c'est vrai, en tout cas, c'est une œuvre originale que tu as, avec Jérémy, mis dans le monde et dans le marché. C'était une magnifique aventure. Mais ce que tu aimes aussi, toi, c'est partir d'IP existantes et en faire en adaptation des longs métrages ou des séries d'animation. Et c'est ce qui a été finalement au cœur de Méthode Animation, Bien sûr, tu t'es lancé. J'ai rien inventé d'extraordinaire, mais Disney l'a fait peut-être mieux que nous tous. Disney,
tout Walt Disney, tu regarderas, c'est l'adaptation que des contes des frères Grimm. Hein. C'est vrai que c'est souvent pompé en tout cas. Non, mais assumé, ouais. Mais tout ce qu'il a fait, c'est des livres. Tu regarderas que ce soit Blanche-Neige, Bambi, Pinocchio, c'est tous des adaptations. Voilà, même Reine des Neiges, hein, le dernier, etc. Ce sont des adaptations de contes. Mais pourquoi c'est pas qu'ils pompent, c'est que dans les contes, quand les contes traversent le siècle, traversent des siècles entiers, c'est que tu vois bien qu'il y a une dimension, comme disent les Américains, evergreen, une dimension universelle et un peu éternelle, une ADN dedans, d'histoire forte dedans, dont on ne saura pas vraiment calculer. J'appelle ça la note bleue. Tu vois, quand tu fais des choses, t'as une note, tu fais de la musique, t'as une note blanche et une note noire, puis à un moment, il y a un petit truc, tu sais pas l'expliquer. La note bleue. Ladybug, il y a une note bleue. Tu sais pas pourquoi, mais il y a une petite note bleue qui apparaît, qui fait que soudainement... Toutes les planètes alignées. Et voilà, et ça devient un peu magique, et tu peux toujours dire, c'est X plus Y plus machin pour faire un succès. Vrai, non, il y a un petit truc en plus. Et évidemment, tu mets tout ce que tu peux pour préparer le succès potentiel. Mais il y a un moment, ça prend pas. Et dans les grands livres de la littérature, il y a quand même des histoires, il y a quelque chose dans les histoires. Petit Prince, pourquoi c'est un succès aussi fort? Ce petit livre de 70 pages, alors que Saint-Exupéry écrit des livres beaucoup plus pointus, d'auteurs, etc. Et puis il crée ce livre où il dessine lui-même, il dessine pas très bien, mais c'est sa magie, il y a une poésie, quelque chose. Donc voilà, donc il y a des choses qui s'expliquent pas. Donc, 2 raisons pour lesquelles je pensais que c'est important d'aller chercher sur les œuvres de littérature. C'est il y a quand même toujours des choses intéressantes dedans, une ADN, un fond, une intelligence, des messages un message universel qui passe un peu partout et dont les gens peuvent s'accrocher. Et puis, on va pas aussi se mentir, là, je prends ma casquette plus entrepreneuriale, tu t'achètes un marketing. Ouais, c'est ça. Non, mais t'imagines le travail qu'il faut, l'investissement qu'il faut pour faire naître, pour que ta marque soit aussi connue que Petit Prince. C'est impossible. Non, mais en tout cas, c'est beaucoup de boulot. On l'a fait avec Ladybug. Mais tu vois le boulot que c'est. Donc, du coup, évidemment, quand aujourd'hui, Dimitri on se décide de prendre les 3 Mousquetaires ou Monte Cristo, je prononce le mot de Monte Cristo, déjà, t'as quand même un marketing qui a été fait par Dumas pendant pas mal d'années pour te permettre au moins. Alors après, tout ton défi, c'est de faire quelque chose de bien. Parce que d'autres l'ont fait. Donc, évidemment, d'aller acheter des droits de livres. Des fois, c'était parce que le livre était très connu, ou l'histoire très intéressante, ou le dessin très intéressant. Donc, à la chance, oui, quand je travaille avec Iron Man et que je fais un dessin animé d'Iron Man, évidemment, je sais que tout le monde va l'attendre. Donc, tu as du marketing, tu as déjà une notoriété. Quand tu prends le petit Nicolas, quand tu vas chercher le petit Prince, quand tu vas chercher les drôles de petites bêtes, quand tu vas chercher le petit vampire, quand tu vas chercher Playmobil. Playmobil, ouais, tout à fait. Donc, évidemment que tu vas sur des... Et puis, il faut aller convaincre aussi, hein, c'est ça. Et après, évidemment, quand tu l'as bien fait une fois, les ayants droit, quand tu vas les voir, sont un peu rassurés. Quand on fait le petit Nicolas aussi bien en série animation, mais surtout en film, où en plus je fais revivre Goscinny et Sampé, il faut une confiance des... Voilà, là c'était Anne Goscinny et Marc Duchâtenay qui m'ont prêté leur confiance pour faire ça, mais c'est vrai qu'il y a dedans quelque chose de... Alors, c'est extrêmement douloureux parce qu'on touche à quelque chose d'extrêmement tellement universel, tellement sacré, quoi. Sacré. Et en même temps, moi je dis toujours, l'œuvre on l'abîmera pas, elle sera toujours là. Ce qu'on peut, c'est se rater. Oui, mais quelque part, je vais pas abîmer ces œuvres-là qui existeront bien après moi, peu importe le film ou la série que je ferai. Donc déjà, on prend la distance, mais après, on se doit d'essayer de réussir l'adaptation. Donc voilà. Donc des fois, quand les ayants droit sont là, on travaille dans la mémoire du créateur. Des fois, je travaille avec le créateur qui est vivant, comme dans Les Drôles de Petites Bêtes, avec Anton Krings. Donc là, c'est d'autres défis. On travaille avec l'auteur d'origine. Mais l'adaptation, pour moi, oui, ça a été une manière pour moi. Et puis, je suis devenu assez expert sur ce domaine. Et puis, j'ai fait Chaplin aussi. Exactement, Chaplin, c'est pour ça. Il y a tout un slate comme ça qui est très intéressant. Voilà. Et puis, on parle pas des séries comme le Robin des Bois, etc. Et évidemment, Robin des Bois et les 3 Mousquetaires. Voilà. Mais je trouve ça bien. En tout cas, il y a une cohérence dans cette carrière. On a une vraie cohérence. Puis, on a eu un savoir-faire aussi à un moment. C'est-à-dire que c'est une vraie expertise, un savoir-faire. Et puis, les gens font confiance. Et voilà. Et c'est vrai que on voit bien, même dans l'adaptation du Robin des Bois, on est, je crois, à la saison 5. Moi, je m'en occupe plus. C'est chez l'équipe de méthode. Mais on voit bien que on l'a complètement revisité, on l'a fait à la sauce enfant, complètement différente et tout, mais on voit bien qu'il y a des mécanismes narratifs forts. Et d'ailleurs, en cette année 2025, tu fais aussi encore une adaptation, mais celle d'un auteur, cinéaste qui s'appelle Marcel Pagnol, avec ce film qui était sélectionné à Cannes d'ailleurs, Marcel et Monsieur Pagnol,
Sylvain Chomet qui est à la réalisation. Encore une œuvre où on s'attaque à un monument. Hein, Ouais, là, pour le coup, c'est à la fois un monument, évidemment, Marcel Pagnol. On va faire un biopic d'animation. Je pense que c'est un défi, vraiment. C'est adapté défi. De confidence. Alors, c'est adapté, oui. C'est un peu de confidence, mais le vrai sujet, c'est que c'est lui, quoi. C'est un moment important de la vie de Pagnol, pas celle de l'auteur littéraire, celle du jeune professeur d'anglais qui quitte Marseille pour venir s'installer à Paris et qui rêve d'être dramaturge et puis qui va devenir cinéaste et toute son histoire et l'arrivée du cinéma parlant, etc. Bon, bref. Il traverse le XXe siècle et la technologie, les évolutions technologiques, les grands bouleversements technologiques qu'on vit aujourd'hui. On pourra en parler un peu après. Mais Pagnol a vécu les grands bouleversements technologiques lui-même du XXe siècle et les a traversés en faisant des magnifiques films. Et donc, du coup, d'où le défi. C'est un projet qui m'a été amené par Acharguine Poiret et Nicolas Pagnol, qui ont été à l'initiative de ce projet, donc le petit-fils de Marcel Pagnol, et puis un producteur qui s'appelle Acharguine Poiret et sa femme Valérie Pouèche, qui sont venus avec ce projet me le présenter. Ils le développaient depuis 3 ou 4 ans déjà. D'accord. Et moi, je suis venu sur le projet pour les aider à amener, on va dire, mon expertise et leur permettre au projet d'exister. La folie, c'était eux qui l'avaient eu. Ouais. Et après, il fallait amener ça. Donc, Sylvain Chomet était déjà attaché au projet. D'accord. Au début, il voulait en faire un documentaire. Ah, okay. Ils avaient approché Sylvain pour en faire un documentaire, et puis avec des petites parties animées. Et puis c'est parti en projet d'animation. Donc moi, je suis venu là, je crois 5 ans maintenant, 5 ans, oui, puisque 5 ans ou 4 ans, ouais, peut-être un petit 5 ans. Et voilà, donc je les ai accompagnés sur le projet, et puis j'ai rencontré Sylvain Chomet aussi, qui est un artiste aussi. Incroyable. Donc la rencontre de Chomet et de Pagnol, c'est 2 rencontres assez explosives. Ouais. Le soleil de Marseille, voilà, et puis le génie de Sylvain. Qui avait fait les triplettes de Belleville. Qui n'avait jamais triplettes de Belleville, L'illusionniste, La vieille dame et les pigeons. Notre réalisateur français, 4 fois nommé aux Oscars sur 3 films. Incroyable. Donc il a été doublement nommé sur les triplettes pour meilleure chanson et meilleur film court-métrage pour La vieille dame et meilleur film aussi 2 fois de suite pour les triplettes et L'illusionniste. Donc un de nos Miyazaki, notre French Miyazaki à nous, donc un talent génial, le style Chomet, c'est un style à part entière aujourd'hui, et à part, voilà, qui existe. Et donc, mais lui, voilà, mais qui était plutôt dans le défi du muet. Du silent movie, et donc soudainement s'attaquer à la gouaille, à l'accent du Sud. Et les accents du Sud. Marcel Pagnol disait qu'il y avait les accents de Marseille. Les accents marseillais, les accents, la subtilité entre Bagne, Marseille, et voilà. Et en tout cas, c'est un vrai défi pour moi d'accompagner ces producteurs et ce projet-là. Et voilà, on y est arrivé, on est en section officielle à Cannes là, au mois de mai, hors compétition, enfin en séance spéciale, c'est un moment très émouvant. Ah, c'est super. Toujours beau d'amener un film là. Le retour de Sylvain, voilà, après pas mal d'années de son film d'animation. Donc un film à découvrir cette année, quoi. Voilà, donc un film à découvrir en 25, qui sortira, je pense, le 15 octobre. Je suis en France, et puis j'espère qu'il y aura une très belle carrière internationale, qui va à Annecy, et qui va faire voilà, on est très, très heureux. Non, c'est vrai, et puis c'est vrai que ce réalisateur avait aussi, comme tu disais, avec l'innovation du parlant, créé une nouvelle... on dit souvent qu'il est à l'origine de la nouvelle vague. Ouais, c'est ça, la nouvelle vague. C'est les scènes en extérieur, voilà, un peu le naturalisme. Il a fabriqué des voitures. Enfin, c'est un mec extraordinaire. Il fait du théâtre. Soudainement, il s'ennuie dans le théâtre. Il fait des énormes succès. Il découvre le cinéma parlant à Londres, en allant à Londres voir Broadway Melody, et puis il voit ce parlant, il dit mais j'y vais. Il monte ses propres studios, il montre ses propres caméras, il fabrique ses voitures. Un vrai entrepreneur en plus de ça, quoi. Un créateur, un mec de la technologie qui a vécu son siècle avec une gourmandise, il s'est adapté, il s'est défié, il s'est lancé des challenges, fait des immenses succès, fait plus de 150 millions d'entrées à travers le monde. Voilà, donc vraiment assez impressionnant. Et voilà, et quelqu'un qui a 61 ou 62 ou 63 ans se dit bon, ça y est, j'ai fini ma carrière, et puis il se met à écrire. Et il se met par écrire Un château de ma mère. La gloire de mon père. La gloire de mon père. Et il devient un auteur incroyable. Donc ce qui est intéressant, parler de se lancer des défis toute sa vie. Voilà, quelqu'un qui a 60 ans se dit est-ce que j'y retourne ou pas, et se devient un immense auteur. Alors qu'il avait écrit que du théâtre et du cinéma, et il devient un auteur de littérature marquant. Donc on voit bien que voilà, c'est quelqu'un qui toute sa vie s'est réinventé, toute sa vie s'est lancé des défis avec une chose, toujours en lui-même, enfoui en lui-même, le souvenir de l'enfance. L'enfance, exactement. Et l'enfance qui est une part, donc on verra comme sur mon cinéma, Le Petit Prince, Le Petit Nicolas, et aussi évidemment Marcel Pagnol, ce sont des thématiques qui me tiennent à cœur profondément, qui est la place de l'enfance en soi, et de l'importance de ça. Et dans le film qu'on a fait, où l'idée géniale de Sylvain, le petit Marcel, qui est l'enfant, accompagne tout au long de sa vie. Il arrive dans les moments importants comme un ange, mi-réel, voilà, mi-transparent, il est à côté, et il lui donne toujours les petits conseils qu'il faut pour lui permettre de ne jamais oublier qui il a été.
Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi l'enfance en fait? Évidemment, j'ai pas une enfance du tout douloureuse, donc je vais pas me plaindre, mais surtout, je pense qu'il y a cette, moi, je suis papa et aujourd'hui qui ont la chance d'avoir des enfants. Je pense que T'as plusieurs enfants, je crois. J'en ai 3, mais aujourd'hui, quand tu vois tes enfants, quand tu vois un enfant qui sourit, quand tu vois un enfant ça triche pas. Il y a une pureté, une authenticité, une insouciance qu'on a. Alors évidemment, quand on le vit, mais du coup, c'est assez magique. Un enfant qui vous sourit, il y a un éclat de rire, etc. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une sorte de pureté qui s'abîme qui s'abîme en tout cas, la vie qui font vivre des épreuves. C'est la fameuse femme de Pagnol, la vie fait de haut de bas, mais surtout de bas, mais surtout il ne faut pas le dire aux enfants. mais en tout cas on apprend, on grandit, mais je pense que c'est important, en tout cas pour moi, c'est un sujet qui est important, ce parfum d'enfance, de garder ce parfum d'enfance le plus longtemps possible dans sa vie, et de garder cette fraîcheur, cette plaisir, cette naïveté, cette gourmandise que les enfants ont, ils découvrent des choses, et c'est vrai que souvent je trouve que le côté un peu la lassitude ou le côté un peu cynique ou du cynisme de l'adulte. Ouais, manque souvent. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup repenser à l'enfance et surtout avec des enfants, faire des films pour enfants, faire des séries pour enfants. Et même quand c'est des sujets sérieux, le traiter avec une certaine distance, j'ai une légèreté sérieuse. Voilà. Ouais. Tu as constamment eu l'envie de te réinventer dans ta carrière, etc. Donc, on a parlé de Onyx, ta première société, Méthode Animation, qui ensuite été rachetée par Media One, qui est devenue Media One Kids and Family. Enfin, tout ça, c'est une suite de vie d'entrepreneur et de producteur. Là, on est dans 2025. Tu as encore des longs métrages qui sont présentés. Il y a des choses qui se passent. Mais on est aussi dans une ère nouvelle, avec l'arrivée de l'IA, etc. Enfin, l'IA, etc. Non, l'IA et tout ce que ça crée de nouveau. Comment tu apprends les choses en tant que producteur sur un marché qui est en train d'être bouleversé, que ce soit sur live action et l'animation d'ailleurs? Ouais, écoute, c'est un vrai défi. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire 30 ans de ma carrière avec il y a eu des grands bouleversements. Avec les évolutions. Les grands bouleversements technologiques. Je suis, la motion capture, la 3D. Moi, je suis un surfeur moi, je fais partie de la nouvelle vague numérique. Je suis vraiment arrivé avec la nouvelle vague numérique quand, soudainement, en 96, Toy Story sort et on se dit, putain, mais c'est quoi ce film en CG? Donc, il y a eu des grandes évolutions technologiques qui ont permis, de faire évoluer là où on en est. Et évidemment, je sais de ce que tu vas dire, on va tous en parler, qui est la place de l'IA aujourd'hui et de cette révolution technique qui apparaît. Donc, je vais donner très rapidement deux petits axes pour moi. Évidemment que ça interroge parce qu'on est vraiment, en plus, la maturité n'est pas encore là. Donc, on ne sait pas exactement jusqu'où va aller cet outil, à quel point c'est qu'un outil, à quel point il se substitue à beaucoup de choses. Mais je pense souvent à un exemple très simple de la musique. Ouais. La musique, on a vu cette nouvelle vague musique. Faut se rappeler que pour enregistrer un album, il y a 35 ans, il fallait dans le studio, il fallait 35 musiciens, etc. Puis un jour, on a dit, chez soi, faut se remettre dedans, avec un piano. Chez moi, je peux jouer. Avec un synthé. Avec un synthé, je peux jouer tous les instruments. Des violons, des cordes, des batteries, des percus, tout. Je peux tout faire. Je peux faire des samples, je peux copier des trucs. Et donc, de mon studio, je peux remplacer 1000 personnes. C'est une révolution. C'est la même aujourd'hui qui est en train de se configurer dans le live ou l'animation, en disant peut-être demain matin j'aurai un synthé, j'appuierai dessus et je pourrai fabriquer toutes les images que je veux. Un long métrage. C'est fort probable. Ça va peut-être nous arriver. Ça va arriver. En quoi aujourd'hui la musique a changé? Est-ce qu'elle a été vraiment révolutionnée? Sur le plan de la fabrication, oui. Sur le plan créatif, oui, il y a une nouvelle vague qui est sortie de musiciens, avec la techno, avec la French Touch. Il y a peut-être plus d'offres aussi. Avec le rap, etc. Plus d'offres. Mais en soi, la pop est encore là, le rock est encore là, on écoute encore des vinyles, et surtout, la chaîne économique, parce qu'il y a deux enjeux. La chaîne économique n'a pas changé. On m'avait dit, c'est la fin de la musique. D'un iota, ouais. Alors, regarde, il y a des maisons de disques. Aujourd'hui, tu veux sortir un album, toi, demain matin. Tu veux sortir un album, ok? Tu veux sortir un titre. Il faut que tu fasses ta musique toi-même, parce que maintenant, comme c'est gratos, on va plus te payer pour le faire. Faut que tu fasses chez toi. Faut quand même que tu aies un peu d'abonnés sur ta chaîne Insta ou TikTok, etc. Une communauté. Potentiellement pour qu'une maison de disques te dise, ok, je te signe. Ouais. Il faut que tu passes en radio. Il faut que tu passes aujourd'hui encore sur Énergie. Ah oui. Et en plus, il faut que tu aies un tourneur. Alors après, il y a des mecs dans le rap qui passent différemment. Ouais. Mais aujourd'hui... C'est encore beaucoup de gens qui bossent avec toi. Il faut une maison de disques, il faut un truc. Donc l'économie, en soi, elle n'a pas beaucoup bougé. Pourtant, on a... Il y a eu le coût de la fabrication reste la consommation derrière des films. Enfin, des gens qui payent des tickets. Dans le livre, tu peux écrire tous les livres de la Terre depuis... Ça te coûte rien d'écrire un livre. Ouais. Et pourtant...
Est-ce que tous les gens qui écrivent des livres, ça se vend partout? Non. Faut signer avec un éditeur. Il faut qu'il y ait un peu de marketing, un peu de promo. Faut en parler. Faut que la presse en parle. Faut que ce soit bien. Donc, sur la chaîne économique, je pense que j'ai peu d'inquiétude sur le fait que ça bouleverse complètement le métier. Sur le coût, oui, industriellement, sur l'impact social, évidemment. Est-ce qu'il y a plus de musiciens dans le monde? Non, il y en a encore. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a peut-être moins qu'avant. Oui. C'est sûr. Est-ce qu'il y aura moins de techniciens potentiellement? Comment ça se réinventera? On le verra. Donc il y aura un impact. Donc je parle pas de l'impact sociétal qui est important sur l'emploi, etc. Mais sur nos métiers, on continue à raconter des histoires. Alors évidemment, tu pourrais dire ChatGPT raconte des histoires. Mais ChatGPT, c'est une moyenne nivelée de tout. Donc, du coup, c'est toujours bien foutu. C'est jamais, ça n'a pas d'aspérité, ça n'a pas une singularité mais ça n'a pas sa fameuse note bleue. Alors, peut-être on inventera, on la créera, etc. Mais entre guillemets, si ça se serait, si on faisait des hits, dans le matin, fais-moi un Ladybug, il va te sortir un Ladybug. Mais Ladybug, ça déjà existe déjà. Donc, n'existe que... Donc, on est encore quand même là-dessus, mais c'est des outils exceptionnels. Aujourd'hui, tu peux plus ne pas passer par l'IA. C'est des outils qu'il va falloir appréhender. Mais moi, je suis pas très inquiet parce que je viens de l'animation. Et donc, ça fait 30 ans que nous, les producteurs d'animation, on part de rien, on a une feuille et on doit tout fabriquer. On prompte, mais c'est des prompts. Mais c'est des prompts. Mais nous, le problème, c'est que c'est l'IA la plus lente du monde. C'est-à-dire que nous, on met 5 ans à faire un film d'animation en 3D, mais on est dans l'IA, nous. On fabrique tout de A à Z. Les personnages, ils n'existent pas, les lips, tout, rien n'existe. Tout à fait. Pour le live, ça fait un peu mal à la tête. Parce que le live se dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui est réel, pas réel. Pour le live, c'est un shift, c'est une vraie révolution. C'est comme on dit, une rupture épistémologique importante. Pour nous, dans l'anime, si je peux aller plus vite, si on peut faire une animation, on lui met 5 ans, on en met 3 ou 2. Ou aider les animateurs à aller plus vite dans le travail. Why not? Donc moi je le vois comme un outil technologique bien. Alors après on peut toujours faire de la science-fiction, etc. Et c'est demain matin on ira sur son Netflix, on dira je veux un film un peu de Mission Impossible de machin, et hop le moteur générera une histoire automatiquement un film. Probable. C'est possible, c'est possible et très bien. Et ça existera. En intégrant nos visages à l'intérieur. Oui, on intégrera nos visages, mais regarde quand YouTube est arrivé avec le User Generated Content, où tout le monde disait oh là là, c'est gratuit, c'est fini, c'est la fin. Bon, les gens qui regardent TikTok, YouTube, Netflix, ça trouve une économie. Ça trouve son économie. Voilà, aujourd'hui, il y a une économie qui existe vraiment là-dessus. Bon, t'as quand même encore des grands rendez-vous, t'as encore des grands films. Mais c'est vrai que le cinéma de demain, la télé de demain, enfin, les contenus vont être beaucoup plus événementialisés. À mon avis, ils vont faire des trucs plus forts parce que le contenu moyen risque de se générer un peu naturellement. Tout ce qui était un peu générique, ce qui était un peu générique va quand même sortir de manière assez naturelle avec les nouveaux outils d'IA qui vont arriver. Et donc, on travaillera plus sur des choses d'auteurs très pointus ou des grands événements. Donc, on va clairement créer de l'événementialisation plus. Mais on le sent déjà. Le marché du cinéma aujourd'hui, on voit bien que les films du milieu fonctionnent, comme on dit, beaucoup moins, et que maintenant, il faut sortir du lot. Des événements à chaque fois. Des événements. Cette année, Mission Impossible. Oui, des comédies, mais même un petit truc en plus qui vient de nulle part, le Monte Cristo d'un côté, mais aussi un Anora ou un Emilia Pérez. Mais des propositions fortes, différenciantes, qui étonnent. Donc, on va être là-dessus. Mais en tout cas, pour revenir sur l'animation, c'est aller plus vite, mais l'IA, nous, on en fait déjà. Depuis 30 ans, depuis 25 ans, on crée d'une feuille de papier, on crée un univers qui n'existe pas avec des outils et avec des ordinateurs. Et voilà, et on appelle ça CGI, Computer Generated Image. Donc c'est rien. Le CGI, c'est le mot de l'IA aujourd'hui quand on est sur Sora, quand on est sur les derniers outils de Google, etc. On est sur un ordinateur qui crée des images. Et nous, c'est ça le CGI. Donc c'est quelque chose que toi tu vas. Donc du coup, je vas t'approcher de ça. Voilà, moi ça m'inquiète pas plus que ça. Sur le live, sur les VFX, sur le monde du live, ça va clairement, on va pouvoir faire revivre des comédiens, faire du de-aging, etc. Ça va être assez étonnant, de manière assez naturelle, et on va voir ce qui va se créer. Les nouveaux auteurs de demain. J'ai une partie du cinéma parlant du noir et blanc en couleur, il y a plein de gens qui ont disparu, du muet au parlant, il y a plein de gens qui ont disparu. Et l'IA va créer la 2D à la 3D, il y a pas mal de gens qui ont disparu, mais après on se réinvente. Et aujourd'hui, il y a un IA, un post, et après il y a un pré et un post-IA, clairement. Et tu seras certainement... Écoute, je serai dedans, je serai pas dedans, on verra comment le monde fonctionne. Maintenant, en tout cas, moi aujourd'hui, je pense que les producteurs d'animation et les gens qui viennent d'animation, en tout cas, appréhendent intellectuellement plus facilement les enjeux de l'IA que le reste du monde, puisqu'on travaille dans le virtuel depuis 30 ans, quoi. Attends, on a l'occasion souvent de se voir et de discuter. On peut encore parler des heures là, donc on va s'arrêter là. Ah merde, c'est dommage. Je me suis bien merci infiniment d'être venu sur Animation. C'est un plaisir. Et puis, bonne continuation pour tout. Merci, en tout cas, je suis hyper content d'avoir fait ça avec toi. Merci.